Millions of Canadians are huddled indoors on this Sunday because of a nasty winter storm. The powerful system is drifting across central and eastern Canada. It brings with it piles of snow, biting winds, and bone-chilling cold. Temperatures are so low that just a few minutes of exposure could mean frostbite. Well, depending on where in Canada you're waking up, we probably don't have to tell you to dress warmly. In fact, it might not even surprise you to know that it is warmer right now in parts of Antarctica than it is in other parts of central Canada. People across Ontario digging out from a wicked winter storm this morning. Qu'est-ce qui peut bien motiver un type que personne ne connaît à s'aventurer là-dedans en dépit de tout bon sens? Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable. Celle d'un mec parti traverser le Canada à pied et en plein hiver. Alors la personne en question, c'est moi. Je m'appelle Dylan et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu partir à l'aventure. Je suis né dans les années 90, à l'époque des téléphones fixes, et avant qu'on soit champion du monde pour la première fois. Je viens du sud-ouest de la France, un endroit où on voit la neige tous les 5 ans. Du coup, comment j'ai bien pu me retrouver dans ce merdier à l'autre bout du monde? On discutait, entre amis, autour d'un verre de vin rouge, et j'expliquais que je partais vivre à Vancouver en quête d'opportunités professionnelles. Ma meilleure amie vit à Montréal, donc concrètement, je comptais faire une petite pause pour la voir à Montréal et après prendre un avion pour Vancouver. Et un de mes amis, connaissant ma propension à aimer les choses un peu débiles et autres défis, me lance comme un challenge de le faire à pied. On rigole, et en fait l'idée fait son chemin, et je me dis, finalement, pourquoi pas en fait, partir à la découverte de ce pays par le biais le plus primitif qui soit, c'est-à-dire à pied. Mais au fait, il y a combien de kilomètres entre Montréal et Vancouver? Alors Montréal, c'est ici, au Québec, sur la côte Est. Vancouver, c'est ici, en Colombie-Britannique, sur la côte ouest. Maintenant qu'on sait ça, voyons ce que nous raconte Google Maps. Bon, restons calmes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces chiffres concrètement? Alors le 910 heures, ça veut dire 38 jours de marche. À supposer que je ne dorme pas, ne mange pas, ne boive pas, ne me lave pas, et garde une allure constante de 5 km/h pendant plus d'un mois. Du coup, on oublie. Alors autour du 4477 km. Ça veut dire que si je marche 25 km par jour, il me faudra 179 jours pour atteindre mon but, et ça sans aucun jour de repos. Tout en partant aussi du postulat que je ne ferai aucun détour et que je marcherai en ligne droite de Montréal à Vancouver. Ce qui paraît peu vraisemblable. Intéressons-nous maintenant au dernier chiffre important de ce tableau. Ça représente quoi ces 21 000 et quelques mètres avec ces flèches sur le côté? Ça signifie que tout au long de ces 4477 km, je vais rencontrer 21 883 mètres de dénivelé positif et 21 879 mètres de dénivelé négatif. Pour faire simple, je vais grimper et descendre 2 fois et demi l'Everest. Bon du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ces chiffres? On n'en pense pas grand-chose, mais concrètement, ces chiffres ils ont un intérêt majeur. Ils nous permettent de nous rendre compte de la taille démesurée du Canada et de ce que ça implique de diversité. Alors un petit peu de géographie. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, juste après la Russie. Il fait une superficie totale de 9 984 670 km², à savoir quasiment 16 fois la France. Malgré ça, on y dénombre uniquement 37 589 262 habitants, soit une densité de 4 habitants au kilomètre carré contre 101 pour la France.
Pour ramener notre petit périple à l'échelle de l'Europe, la distance de Montréal à Vancouver, c'est un peu comme si vous partiez de Paris et que vous alliez jusqu'à Moscou. Et puis que vous en reveniez. Donc je me retrouve avec ce projet un peu fou de traverser le Canada à pied, de faire ces 5000 km d'est en ouest. Et à ce moment-là, je travaille en tant qu'ambulancier. Donc on est en août, il faut que je mette de l'argent de côté pour préparer cette expédition, pour acheter le matériel, etc. Pour valider mon visa, le seul moyen, c'est d'arriver avant janvier 2019 sur le territoire canadien. Donc, grosso modo, j'ai 5 mois pour réunir le budget. Avec mon salaire d'ambulancier et avec le temps qui me reste, je sais que je vais devoir travailler jusqu'au bout. Et ça change tout, parce que ça se transforme d'une marche à travers le pays à une marche à travers le pays en hiver. Et l'hiver canadien, c'est pas l'hiver comme chez nous. Donc ça change vraiment la préparation, ça change le matériel, et donc ça change encore le budget. J'ai déjà quelques aventures derrière moi, mais rien de cette ampleur, rien de cet acabit d'expédition polaire. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que je fais ? Je contacte des mecs qui s'y connaissent. Par exemple Alban Michon, un explorateur polaire aguerri, une sommité dans le milieu, qui me répond très gentiment, et surtout qui a la patience de m'aider à faire ma liste matérielle, à répondre à mes questions, même mes questions les plus débiles pour être tout à fait franc, donc je le remercie infiniment. Il va me donner des conseils, et je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais des conseils qui vont me sauver la vie. Bon, maintenant j'ai la liste de mon matos, il y en a pour 6 000 € juste de matos. Rien que le duvet c'est 800 € déjà, voilà, ça vous donne une idée globale. Donc c'est le moment de contacter des sponsors. Alors malheureusement, il s'avère que je ne suis personne, que personne ne me connaît, et que j'ai pas un CV assez fourni dans ce monde-là pour qu'on me donne carte blanche sur le budget. Donc je contacte des sponsors. Alors je suis à l'arrière de l'ambulance, ça secoue, etc. entre deux virages. J'envoie des mails en attente aux urgences et je reçois à peu près une réponse pour 100 mails envoyés, qui est souvent un refus très poli et presque généré par ordinateur. Donc c'est assez terrible. Mais il faut tenir bon, hein. Faut comprendre que de toute façon c'était un combat qui allait être compliqué déjà avant même de poser le pied sur le territoire canadien. Quelques journalistes me donnent ma chance, donc je fais quelques apparitions presse, quelques apparitions radio. Ça m'aide à gagner un peu en crédibilité et à donner un peu de visibilité au projet. Malheureusement, ça débouche pas sur du sponsoring de grandes marques, parce que clairement, encore une fois, pas assez de CV, pas assez connu. Je viens juste de lancer mes réseaux sociaux, à ce moment-là j'ai peut-être 100 followers sur Instagram et sur Facebook réunis, enfin voilà, c'est pas... je suis pas un bon investissement pour les marques, clairement. Donc ma copine et ma mère mettent en place une cagnotte participative, et clairement les gens donnent assez, donc 2000 € au global, donnent assez pour me permettre de payer une grande partie du matériel, et des sponsors locaux qui croient en moi, qui me donnent ma chance, et qui me mettre le pied à l'étrier en me donnant les sous qui manquent pour acheter le matériel et mener à bien cette fin de préparation. J'ai enfin le budget, je peux enfin acheter mon matériel 10 jours avant le départ. Donc l'entraînement, les tests matériels, etc., ça va être express. On est à Bordeaux, donc en janvier il fait à peu près 10 degrés. Donc pour tester le matériel en conditions réelles c'est plutôt compliqué, on va pas se mentir. Je teste ce que je peux, c'est-à-dire le réchaud, j'apprends à m'en servir. J'apprends à planter ma tente, mais je peux clairement pas faire mieux. C'est le moment de dire au revoir à mes proches inquiets, des deux côtés. Je suis un peu inquiet, impatient, plein de sentiments en moi. Mes proches sont inquiets et je pense ravis de me voir partir après que je les ai saoulés pendant 4 mois avec ce projet. Et je prends l'avion en direction du Canada. J'atterris à Montréal le 9 janvier 2019. Il neige, il fait froid, rien de bien surprenant jusque-là, mais je me dis que je vais devoir affronter ces conditions pour les prochains mois. Combien de mois d'ailleurs ? 3, 6, 12. Comment le savoir ? C'est difficile immédiatement dès le départ, c'est dur. Je me demande ce que je fous là dès le premier kilomètre. J'ai froid, mais tant que je reste en mouvement, ça reste tolérable. Par contre, mon sac est lourd. Beaucoup trop lourd, il fait 40 kg. Mal au dos, mal aux jambes, mal aux épaules. J'ai du mal presque à garder l'équilibre dès qu'il y a un peu de relief sur le terrain. C'est horriblement dur dès le début, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'explorateurs qui en parlent de ça, du départ. On remet tout en question, en fait. Ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on travaille sur une expédition.
Et on se retrouve là, dans le dur, à se demander si ça valait la peine, si tous ces sacrifices vraiment valaient le coup. Est-ce que vraiment on avait envie d'être là finalement ? Est-ce que c'était l'objectif ? Mais je me dis que c'est normal, que je dois insister, que c'est le début et que mon corps va s'habituer, que pour l'instant c'est un choc. J'arrive d'un pays où il fait 10 degrés en hiver pour arriver dans un pays où il en fait moins 40, avec un sac hyper lourd sur le dos, enfin on peut pas vraiment se préparer à ça. Maintenant il faut y aller. Je vais m'habituer, je prends une routine, c'est-à-dire j'apprends à planter ma tente, à faire mon camp de base, à cuisiner. C'est un grand mot parce que cuisiner dans ces conditions-là, ça se résume à peu près à faire fondre de la neige, la porter à ébullition et la foutre dans un pot de lyophilisé, donc de la bouffe déshydratée. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est le moment réconfortant de la journée. Bon, du coup, elle consiste en quoi cette routine ? La préparation du camp de base. Je fais un trou dans la neige, enfin j'évacue la neige pour y planter la tente. Après je vais faire un petit trou devant pour me faire un petit feu. Et puis en espérant que ça se lève un peu pour qu'il y ait des étoiles. Et puis je vais recoudre mes gants. Une fois que j'ai creusé mon camp de base et que j'ai planté ma tente, je répète les mêmes gestes. J'installe mes affaires du même côté, je me change, je fais sécher mes affaires rapidement, je fais fondre de la neige, je mange, je me mets au fond de mon duvet, je pisse dans une bouteille. Je dors mal, je me change, je range mes affaires, je replie la tente et je repars. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblait l'intérieur d'une tente quand il fait moins 40 ? Non ? Bah, je vous donne quand même la réponse. Ça fait presque un ciel étoilé. Dans la tente. Mais non, c'est de la glace. Je prends le pli, je commence à m'habituer à avoir cette vue au réveil ou même à marcher dans ces conditions. Une espèce de mélange étrange entre de la neige et de la grêle. C'est très bizarre. Et puis comme sorti de nulle part, un caillou vient se foutre dans ma chaussure. Mon réchaud, donc ce qui me sert à faire fondre de la neige et à manger chaud, vient de casser. J'ai pas de rechange, pour la simple et bonne raison que j'étais trop court en budget, il va falloir que je trouve des solutions. Manger froid, faire du feu. Je passe par des petits villages, mais aucun n'a la pièce qu'il me faut pour réparer mon réchaud. Et le froid s'accentue petit à petit. Tout est gelé. Il fait moins 35 degrés. C'est le bordel. Après une dizaine de jours de marche, j'arrive à Ottawa, à la capitale. Je suis ému aux larmes en voyant les buildings se décider au loin, parce que j'ai l'impression vraiment de franchir une étape en fait, d'avoir quelque chose de symbolique, d'avoir rallié deux grandes villes, d'avoir rallié Montréal et Ottawa. J'ai l'impression d'avoir enfin accompli quelque chose, parce que c'est dur d'avancer tous les jours. Donc là, symboliquement, j'ai enfin le sentiment d'avoir franchi un cap. J'en profite pour me racheter un réchaud, moins performant que le précédent, en croisant les doigts pour qu'il fonctionne dans ces conditions extrêmes de froid. Je rencontre aussi Thibaut et ses adorables petits chiots qui me logent et me nourrit pendant 2 jours. Il m'avait écrit en fait par la page Facebook de l'aventure et c'est ma première rencontre avec la générosité des habitants du Canada.
Alors Thibaut, c'est un Français qui a immigré là-bas, mais qui y est depuis un moment et qui s'est adapté aux us et coutumes. Et les us et coutumes que je découvre comme ça, c'est l'ouverture aux autres et l'entraide. Et puis après ces 2 jours de repos et de compagnie humaine où ça fait du bien quand même d'avoir des échanges dans la vraie vie, je repars à l'aventure reposé, nourri et réchauffé. Et coucou. C'est dans ces conditions que je rencontre Harrison, un militaire pompier volontaire dans la petite ville de Deep River en Ontario. Entre Harrison et moi, ça commence bien déjà parce que le soir, il me prépare un repas brocoli et poulet parmesan. Donc déjà, la rencontre était cool parce que c'était mon premier vrai repas depuis un moment, depuis Thibaut, je pense d'ailleurs. On discute aussi, on échange sur le fonctionnement des services de secours dans nos pays respectifs. Donc c'est intéressant d'avoir son point de vue, d'avoir le mien, et d'échanger sur... d'apprendre sur le Canada, en fait, de découvrir des aspects du pays qu'on ne peut pas forcément appréhender dans les bouquins, etc. Donc c'est enrichissant, cette discussion. Le lendemain matin, je reprends la route, et Harrison, juste avant que je parte, me dit « Attends, je vais faire une photo de toi, et puis je vais la partager sur Facebook, peut-être que... » Il la partage sur Facebook, la photo devient virale, elle fait 6000 partages en 24 heures à peine, enfin ça va à une vitesse folle. Ça se répand à travers tout le pays, et à partir de ce moment-là, je reçois des messages des gens aux 4 coins du continent qui me proposent un café, un lit chaud, un repas, qui me proposent un échange juste par message si je me sens seul. Enfin, c'est le déclencheur humain de l'aventure, clairement. Ça me permet de rencontrer des personnes incroyables, d'en apprendre plus sur la culture canadienne, sur le passé du pays, sur le présent du pays, sur l'éventuel futur du pays. Enfin, ça me permet de vraiment m'immerger dans la culture canadienne, et c'est un plus non négligeable parce que je découvre un pays sur l'aspect extrême de celui-ci, sur l'aspect impitoyable en étant dehors, mais je rencontre aussi des gens au cœur immense et vraiment à la générosité infinie. Les automobilistes me klaxonnent, me saluent, s'arrêtent pour faire des selfies. C'est cool, c'est génial. Hop. Stop. Vous avez bien entendu automobiliste. C'est certainement le moment de vous expliquer quel chemin j'ai choisi de prendre et pourquoi. Depuis le départ de l'aventure que je vous raconte ici, je marche sur l'autoroute à, disons, 90% du temps. Alors pourquoi ? Eh ben c'est plutôt simple. Premièrement, l'autoroute, c'est la route à suivre qui se rapproche le plus d'une ligne droite d'est en ouest. Prendre les chemins de traverse, ça triple purement et simplement la distance totale de mon épopée. Ensuite, l'autoroute est la seule route me garantissant un sol un minimum déneigé. Enfin pas avec 2 mètres de neige quoi. Parfois je prends des routes secondaires. C'est comme ça que je me suis retrouvé à marcher à travers une base militaire à Petawawa en Ontario. Et qu'un 4x4 kaki est gentiment venu me dégager de là. Aussi, l'autoroute me permet d'avoir accès à des points de ravitaillement plus fréquents. Parce que rajouter des provisions dans mon sac ne ferait que l'alourdir, ce qui est impensable à ce moment-là de l'aventure. À tous ces avantages s'ajoute un inconvénient majeur. Le risque de se faire renverser. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'autoroute, donc vous imaginez très certainement l'A10 avec ses magnifiques glissières de sécurité. Et ben vous imaginez mal, parce que l'autoroute au Canada en hiver, c'est ça. Les bords de route, merci. Encore bien foutu ça, le camion qui arrive. Putain, c'est pas possible. Bon, refermons la parenthèse et retour dans mon quotidien. Pour être honnête, c'est qu'on serait presque content de voir de la neige. Parce que du coup, il fait beaucoup plus chaud. Je suis en t-shirt quasiment, pas de moufle.
passe de moins 40 il y a 2 jours, là il y a de la neige, il fait moins 5. Demain on remonte apparemment en positif. C'est très compliqué de s'adapter à tout ça. Je vous montre une expérience marrante. Il y a de la neige qui tombe dès qu'on touche les parois. Voilà. Je passe par énormément d'émotions différentes. Je passe par beaucoup de moments difficiles. Il y a vraiment des gros moments de doute finalement. Sur le manque des proches, sur ce genre de trucs, sur pourquoi je fais ça finalement, pourquoi je m'impose ça. Heureusement, dans ce contexte, la moindre petite chose peut devenir un véritable réconfort. C'est des sachets que m'a donné Harrison. Ce sont des sachets militaires qui réchauffent sans flamme, sans rien. Donc on teste ce soir. C'est des rations militaires, ce soir c'est hamburger. On va tester, on va voir. Mais ma foi, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout même. Une grande partie de mon quotidien consiste à affronter les dangers. En gros, c'est quoi les dangers que j'affronte à longueur de journée? C'est les camions. Je viens de vous en parler, vous avez compris, il m'arrive plusieurs fois de devoir sauter dans les congères en bord de route pour échapper à un camion qui m'a pas vu et qui manque de m'écraser de très peu, qui me frôle parfois de quelques centimètres. Le froid, ça paraît évident, mais on va quand même en parler très rapidement. Le froid me surprend. L'hypothermie, ces dangers-là, les engelures, on y pense. Par contre, il y a certains aspects du froid que, en tant que Français bordelais, nous paraissent peut-être inimaginables. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour les Canadiens et pour les habitants des pays de grand froid, mais on peut transpirer par moins 30, par exemple. Et quand on transpire par moins 30, la transpiration gèle. Ça crée donc une fine couche de glace à l'intérieur des vêtements, et ça fait perdre en efficacité thermique. Et donc, ça fait risquer des hypothermies. Et ce que ce charmant jeune homme oublie de vous dire, c'est que quand le vent se lève, il se passe ça. Évidemment, il y a le danger de blessure. Je porte un sac de 40 kg sur le dos tous les jours depuis une trentaine de jours. J'en peux plus, clairement. Ça fait quelques semaines que mon corps m'envoie des alertes, notamment au niveau de l'épaule gauche. Et au 30e jour de marche, mon corps perd le combat contre mon sac, clairement. Et mon épaule cède à la douleur. C'est à un point terrible, c'est-à-dire que là, je peux plus marcher, je peux plus avancer, parce que chaque pas fait rebondir le sac sur mon épaule et donc me détruit le corps tout entier. J'en fais des malaises, je me mords les lèvres au sang, je hurle, je pleure. Enfin, c'est une douleur qui est assez dure à gérer. Grâce à l'incroyable générosité qui s'est mise en place donc depuis le poste d'Harrison, la chaîne canadienne d'entraide se met en route en fait finalement. Et je suis reçu dans la ville suivante, c'est-à-dire à Sudbury. Je suis reçu très rapidement par un médecin en urgence qui va me diagnostiquer donc une bursite de l'épaule gauche.
chez le docteur pour soigner pour diagnostiquer déjà mon problème à l'épaule. Ça fait quelques temps que j'ai mal. Hier, j'en ai hurlé, j'en ai pleuré, je ne pouvais plus avancer. C'est une bursite de l'épaule. La bursite est une inflammation des bourses séreuses périarticulaires et des tendons souvent provoquée par une sollicitation répétitive de l'articulation ou des tendons environnants. En gros, c'est ça. Anti-inflammatoire et va voir pour un kiné. Voilà. Le médecin me dit que c'est même pas la peine de penser à continuer avec ce sac sur le dos et qu'il me faudrait plusieurs semaines de repos vraiment et des séances de kiné pour que je reparte à neuf. Évidemment, c'est hors de propos parce que je suis en train de faire ma traversée. Je peux pas me permettre, je peux m'octroyer 3 semaines de vacances à me faire masser par un kiné et je n'ai pas d'autre solution que de le porter le sac pour l'instant. Donc je profite du fait d'être dans une ville pour prendre 3 jours de repos et essayer de réfléchir à une solution. Je suis sorti marcher dans la neige